Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 20 mars. À la une de cette édition, la douane de Mayotte présente son bilan 2018. L'occasion pour le directeur régional et le préfet de Mayotte de prendre la parole pour rappeler le rôle et les enjeux de ce service. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la brigade de surveillance nautique des douanes. Comme de coutume, elle s'est terminée sur la destruction d'une partie des saisies de l'année passée. Paul Arthur Avit a assisté à ce moment toujours symbolique. Au montage, Leslie Vumenet. La douane est essentiellement active sur 3 points à Mayotte. L'aéroport, le port de Longoni et les gares maritimes. 3 points stratégiques qui lui permettent de contrôler les imports et exports de l'île aux parfums. Ces contrôles sont l'occasion pour elle de mener à bien ses 3 missions principales. La lutte contre la fraude, le soutien de l'activité économique et la perception de la fiscalité. C'est la première qui est mise à l'honneur aujourd'hui pour la protection des consommateurs contre les contrefaçons. C'est une des contrefaçons qui sont dangereuses pour le consommateur. On voit souvent l'aspect économie, ces produits qui vont parfois coûter moins cher. Mais en faisant ça, on utilise aussi des produits qui peuvent être dangereux, qui sont souvent dangereux, qu'il s'agisse de contrefaçon de médicaments, de contrefaçon de jouets. Donc il faut véritablement être vigilant, et ça je m'adresse aux consommateurs en leur disant de faire très très attention sur ce type de produits. Une douane qui met un point d'orgue à protéger les consommateurs mahorais. Le directeur régional des douanes nous donne les chiffres de ces saisies. En 2018, plusieurs secteurs d'activité ont mobilisé l'attention des services de lutte contre la fraude douanier. En premier lieu, le secteur des stupéfiants, puisque nous avons multiplié par 4,5 nos saisies par rapport à 2017, pour, in fine, saisir en 2018 276 kilos de produits stupéfiants, essentiellement du cannabis sous forme de résine et d'herbe. Des saisies qui s'appliquent aussi au tabac. Qu'il s'agisse de cartouches de cigarettes ou de tabac brut, de tabac en vrac, en 2018, nous avons saisi 3 tonnes 300 de tabac de contrebande. 15 732 articles de contrefaçon ont aussi été saisis. Une partie de ces articles a été détruite en fin de matinée pour clôturer la présentation de ce bilan. La grève du côté de la Sogea se poursuit. Ce matin, nous recevions le secrétaire départemental de la CFDT. Ousseni Balachi est revenu sur les raisons de ce mouvement, des raisons multiples, même si la question des salaires reste centrale. À ce titre, si les négociations ne débutent pas rapidement, la CFDT menace de mener des actions coup de poing. Son secrétaire départemental n'exclut pas des coupures d'eau afin de faire réagir la direction. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. Il s'agit d'une question de guerre de l'eau et guerre d'argent. Oui. Guerre de l'eau entre la population de Mayotte et la société de la SMAE. Guerre d'argent entre les salariés de la SMAE envers leurs employeurs. Alors, à partir du moment que nous, population, si Sogea et SMAE n'arrivent pas du tout à s'entendre avec leurs salariés pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, en ce moment, si les agents aillent perturber le réseau et empêchent à ce que la population et la possibilité de se ravitailler en eau, là certainement la population y sera remontée contre la SMAE. Alors c'est raison pour laquelle SMAE a l'obligation d'octroyer ce dont les agents revendiquent aujourd'hui, parce que de l'argent il y en a. On poursuit cette édition avec le séminaire sur l'Afrique subsaharienne qui a débuté hier matin. Objectif de ces 4 journées de formation destinées aux cadres et aux enseignants, prendre connaissance des profondes mutations que connaissent les sociétés africaines depuis les années 90. Différentes approches étaient à ce titre proposées ce matin au collège Kwale, de la présentation des enjeux du développement durable dans cette région du monde à la conférence sur l'histoire de l'indépendance sud-africaine. Un reportage de Marion Tellier.
Le développement, c'est bien souvent le mot-clé mis en exergue pour présenter le continent africain. La croissance y apparaît comme un défi majeur, d'autant plus au cours de ces dernières années, avec une prise en compte de plus en plus prégnante des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque contemporaine. L'objectif de la présentation que j'ai fait ce matin, c'était surtout de rappeler que, en fait, s'il y a effectivement une injonction au développement durable, légitime au regard des enjeux contemporains, en fait, le développement durable, dans la façon dont il est mis en œuvre, en fait, s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce qu'étaient les politiques de développement antérieures, c'est-à-dire d'abord des politiques qui ont pour vocation de développer un système et un espace productif en vue de générer de la croissance économique et en supposant que cette croissance économique permettra par ruissellement d'assurer l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Et on le sait bien d'expérience, le ruissellement ruisselle peu. Après l'approche géographique, place à l'aspect historique. En effet, comprendre et échanger à propos des voies de développement et des défis à relever de cette région du monde, c'est aussi appréhender son passé. Ce matin, le professeur d'histoire et géographie, Franz Tille, dressait à ce titre un exposé souvent mal connu des populations francophones, celui de l'accès à l'indépendance sud-africaine. C'est très important parce que les francophones vivent l'Afrique australe et notamment l'histoire de l'Afrique du Sud et de la Namibie comme l'histoire des colonies françaises. Or, l'Afrique du Sud, c'est pas du tout une indépendance face à la puissance tutélaire coloniale, c'est au contraire la mise en place d'une puissance du Volk Afrikaner qui petit à petit a mis en place une politique ségrégationniste et s'est rendue indépendante du Royaume-Uni en 1961 par Hendrik Verwoerd, justement pour pouvoir continuer à mettre en place un régime stigmatisé. Donc c'est ce qu'on appelle une indépendance blanche. Et finalement, l'indépendance qu'on appelle l'indépendance qu'on croit être l'indépendance de l'Afrique du Sud, c'est tout simplement l'abolition de la politique ségrégationniste pour mettre au contraire une politique d'égalité raciale. Si ce séminaire s'adressait cette semaine principalement au cadre de l'éducation nationale et aux enseignants, il pourrait impulser sur le territoire une volonté d'ouvrir la connaissance du contexte régional de l'île à un public plus large par le biais notamment de liens culturels. Le problème de Mayotte, c'est son insularité et surtout son histoire spécifique qui fait qu'elle n'est pas intégrée dans un cadre régional. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la COMESA et elle n'a pas non plus de relations très importantes avec l'Afrique du Sud. Et effectivement, je pense qu'il faudrait élargir les liens avec l'Afrique orientale et la COMESA, donc que ce soit pas seulement en termes d'union douanière, je parle pas d'un traité bilatéral que négocierait l'UE avec la COMESA, mais carrément des liens culturels pour faire comprendre à notre ensemble mahorais qu'on fait partie d'un champ beaucoup plus vaste qui concerne l'Afrique orientale swahiliphone et aussi la grande puissance émergente qu'est l'Afrique du Sud et bâtir des liens qui seraient profitables à Mayotte. Ces 4 journées de formation se déroulent dans plusieurs établissements du second degré. Elles s'achèveront vendredi 22 mars au lycée Bamana en Petite Terre. Pour l'occasion, des conférences-débats seront organisées en présence d'élèves de première et de terminale. Parmi les thématiques abordées, l'aménagement de l'Afrique dans la mondialisation ou encore les modalités d'accès à l'indépendance à travers l'exemple des Comores. Mayotte à l'honneur lors des trophées des initiatives FSE, la réforme des congés bonifiés ou encore la baisse des prix à la consommation des ménages. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 20 mars. Depuis maintenant 3 ans, l'Europe, à travers la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, organise le concours Les Trophées des initiatives FSE. L'objectif est d'identifier les bonnes pratiques soutenues en France par le Fonds social européen FSE au titre de la période de programmation 2014-2020 et de mettre en évidence des projets originaux et novateurs susceptibles d'intéresser et d'inspirer d'autres gestionnaires de projets. La 3e édition s'est tenue le 18 mars dernier et l'île aux Lagons a été à l'honneur. En effet, l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte a remporté un trophée FSE dans la catégorie territoire. Le projet Passe-Palace faisait partie des 12 projets présélectionnés sur les 150 projets déposés pour les trophées. Il a été plébiscité par le jury et par le public qui avait la possibilité de voter en direct. Anchia Bamana, maire de Sada et présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte, était sur place afin de recevoir cette belle récompense. Le gouvernement va réformer les congés bonifiés des fonctionnaires ultramarins. Ces jours de congés concernent les fonctionnaires ultramarins installés dans l'Hexagone qui souhaitent passer leurs vacances dans leur territoire d'origine. Ils se composent de 65 jours, dont 35 jours de bonification, que les fonctionnaires ultramarins peuvent prendre d'affilée tous les 3 ans pour rentrer dans leur territoire.
Les frais de voyage et une prime de vie chère sont alors accordés pour le temps de résidence sur place. En juin 2018, le président de la République a annoncé que dès 2020, ces congés deviendront moins longs, mais accessibles tous les 2 ans. Ministre des Outre-mer sous François Hollande, la députée réunionnaise Erika Barrett regrette une réforme qui ne passera pas par le véhicule législatif, mais réglementaire. Selon certaines sources, et malgré la gronde des parlementaires ultramarins, une publication du décret est prévue au mois de juillet 2019. En février 2019, les prix à la consommation des ménages reculent de 0,4% à Mayotte, en raison notamment de la baisse des prix des services et des produits manufacturés, moins 0,7%. Cette baisse s'explique par les prix dans les transports et communications, moins 2,6%, qui reculent du fait de l'entrée en basse saison du transport aérien. Selon l'INSEE, la hausse de 0,5% des prix de la restauration atténue néanmoins cette baisse. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés baissent de 0,6% en février, portés par le repli des prix de l'habillement et chaussures, de l'audiovisuel photo, de l'informatique et des meubles. En février, les prix de l'alimentation repartent à la hausse, plus 0,2%. Œufs et produits laitiers, viande et volailles et produits frais coûtent tous plus cher. Les prix de l'énergie sont stables en février, tout comme celui du tabac. Ce dernier augmente cependant de 11% en un an. Sur les 12 derniers mois toujours, les prix diminuent de 0,1% à Mayotte, alors qu'ils sont en hausse de 1,3% sur l'ensemble du territoire. On termine cette édition avec du sport et du football plus précisément. La sélection U15 garçons de Mayotte revient de La Réunion où elle a participé à la compétition Interligue. Pour la première fois, les jeunes Mahorais ont réussi à tenir tête à leurs homologues réunionnais. Des résultats très prometteurs alors que Ilham Djelan, gardien de but formé au FC l'Abattoir, vient de signer à l'AJ Auxerre. Si toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour développer le football à Mayotte, les choses évoluent dans le bon sens. Au montage, Leslie Vumenet. La compétition Interligue U15 s'est tenue à La Réunion du 14 au 19 mars dernier. Tout juste de retour à Mayotte, le directeur technique régional était sur notre plateau ce matin afin de faire le bilan après cette prometteuse compétition. On est habitué depuis plusieurs années à aller à La Réunion. Ça fait 7 ans qu'on fait l'Interligue à La Réunion et à perdre assez lourdement. Alors, les 7-8-0, c'est un peu ça. Cette année, on a quand même essuyé des défaites qui restent lourdes puisqu'on a joué contre Montpellier Hérault, club professionnel U15 aussi. On a perdu 4-0 le premier match, mais il y avait 0-0 à 10 minutes de la fin. Donc nos joueurs ont montré de belles qualités. On a perdu le deuxième match et puis on a réussi à accrocher un nul sur le dernier match contre la deuxième équipe de La Réunion. Alors ça peut paraître ridicule et c'est pas une gloriote que d'avoir fait un match nul peut-être, mais pour nous c'est quand même une petite victoire voilà, qui nous laisse espérer encore une progression de notre football. Depuis 8 ans, les clubs de Mayotte, accompagnés par la Ligue, mènent un important travail pour former les éducateurs et les dirigeants. Cette structuration des clubs a un impact sur les performances, même si le manque d'infrastructures reste un frein pour la formation des jeunes Mahorais. On se bat, on discute souvent avec les conseillers départementaux, avec nos politiques, avec les techniciens aussi, afin de pouvoir utiliser ces infrastructures. Pour le moment, c'est pas le cas. Jusqu'à présent, depuis quelques années, on ne s'entraîne plus qu'à Bandrabois. D'ailleurs, je remercie la mairie de Bandrabois qui nous permet de nous entraîner, et les deux clubs, Enfants de Mayotte et AS Bandrabois, qui nous laissent les créneaux, qui sont très très compréhensifs pour nous laisser des créneaux pour nous entraîner sur une surface de jeu de qualité, c'est-à-dire un terrain synthétique. Parce que si on veut progresser, il faut être sur les meilleures surfaces de jeu possibles. Forcément. Donc, depuis qu'on travaille là-bas, nos joueurs progressent. Donc ça veut dire que si on avait possibilité d'utiliser le centre technique de Cavani et d'avoir en plus un hébergement à proximité, puisqu'on a tout sur place, on a la chance d'avoir des infrastructures idéales. Depuis plus de 4 ans, ce centre technique est terminé mais reste porte close. Malgré cette absence d'infrastructure, les talents existent, à l'image de Ilham Djelan, premier joueur formé à Mayotte à signer dans un club professionnel. L'AJ Auxerre vient de signer son contrat et Ilham rejoindra sa nouvelle équipe à partir de juillet prochain. On est l'année des premières, le premier joueur qui signe en club pro, la première fois qu'on fait un match nul, la première fois, alors c'est pareil, c'est des toutes petites victoires qui ne veulent pas dire grand chose, la première fois qu'on marque un but sur les interligues féminins, parce que ça fait 4 ans qu'on le fait. Bien sûr. Là aussi, on a 3 filles qui sont dans la sélection au sein indien. C'est 3 filles qui sont en section sportive, donc ils s'entraînent 3 fois par semaine. Donc c'est pas du hasard. Ça veut dire que si on veut réussir, alors pas sur des bons terrains, mais au moins 3 fois. Donc ça veut dire que les sections sportives de Mzamboro et d'Embeni travaillent bien. Et quand on s'entraîne correctement avec des bons éducateurs, ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir développer encore ça
avec notamment ce centre technique. La Ligue possède aujourd'hui les fonds pour prendre en charge des jeunes footballeurs 5 jours sur 7 dans ce centre technique. Reste maintenant à espérer que les décideurs mettront tout en œuvre afin que dès septembre prochain, l'infrastructure accueille ses premiers footballeurs. Avant de nous quitter, place aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons des membres du Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Et tout d'abord, Dr Léo, l'initiateur de ce TMF. Dr Léo, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, alors il y a Alcaline, de ce côté-là, la pile durable. Et de ce côté-là, on a Rasta 976 poumons. Avant de parler de vos noms originaux, où est-ce qu'on en est du TMF et comment vous sentez là aujourd'hui? Ça a commencé déjà depuis samedi à Mjago. Comment vous sentez? Alors, où est-ce qu'on en est? 5e étape bouclée. Donc là, ce soir, on dort à Mwanachindi. On a fait l'étape de Chirongi jusqu'à Bouéni. Et puis, on ressent de la fatigue parce que c'est beaucoup d'efforts. Et ça n'arrête pas, on s'arrête un peu partout parce que la population nous accueille à chaque coup, quoi. C'est la fatigue là qui ressort ou c'est quand même aussi l'excitation parce que c'est jusqu'au 31 mars, il y a encore du temps. J'imagine que c'est un peu un mélange des deux, à la fois de l'excitation, de la fatigue parce que forcément c'est épuisant. Beaucoup d'adrénaline. En fait, les matins, il suffit d'un petit café et puis ça commence et on calcule plus rien. On ressent plus que de l'adrénaline et c'est énormément de plaisir sur le chemin parce qu'on met de l'ambiance, on chante et puis le temps il passe et on le voit pas passer, quoi. Rasta, vous faites partie de l'association Handicapable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de ce grand projet Tour de Mayotte en fauteuil roulant? Vous engagez dans ce tour très particulier, unique au monde en fait. Tout d'abord, ce tour-là, pour moi, c'est une lutte, il faut le dire, c'est un combat, parce que l'objectif, c'est justement de sensibiliser la population contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Et je me vois de participer là-dessus parce que y a la solidarité qui prime derrière. Parler à la jeunesse aussi, c'est ça? Parce que vous êtes jeune. C'est justement que on veut donner l'exemple aux autres, nous dire que voilà, comme vous dites, c'est la jeunesse de demain qui fera la différence de notre société. Comment vous êtes accueilli, Rasta, là, lorsque vous allez dans les villages, vous passez? C'est un accueil qui est chaleureux. On a vu des images, il y a beaucoup de monde en tout cas. C'est un accueil qui est chaleureux. Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on entend surtout? Pour les accueils, chapeau. Merci la population mahoraise de nous soutenir. Et justement, on a besoin de ce soutien, justement, de cette population qui est là, qui doit être présent avec nous. Parce que c'est pour eux, justement, qu'on est là. Alcaline, je me tourne vers vous. Vous êtes jeune aussi, vous faites partie de plusieurs associations. Pourquoi avoir choisi de s'engager dans ce combat-là? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plus séduit dans ce combat-là? Ou plutôt, est-ce que c'est dans ce combat-là que vous trouvez aujourd'hui qu'il faut absolument que ça avance? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Et pour revenir à votre question, je vais revenir juste un petit peu à ce qu'il a dit mon collègue. Je suis rentré dans cette association parce que personnes en situation de handicap, au jour d'aujourd'hui, à Mayotte, ils sont négligés. On les revoit pas. Donc là, je suis rentré pour me combattre, pour battre à côté d'eux, pour montrer qu'ils ont besoin d'accessibilité, pour besoin de montrer qu'ils ont leurs droits, d'aller au travail, de faire leur permis, d'aller à l'école, de faire tout à global, en général. Et je trouve que c'est un beau combat à battre. Et c'est en commençant par nous, les jeunes, qu'on fera changer les choses. On va en parler ensuite avec Dr Léo, mais est-ce que vous avez l'impression que ça avance là dans le bon sens? Parce qu'effectivement, le tour, c'est 15 jours dans l'année, mais c'est ensuite qu'on voit effectivement si les choses avancent, si ça évolue, s'il y a effectivement des infrastructures qui sont adaptées aux personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez l'impression que là, c'est en train de bouger à Mayotte? C'est en train de bouger, ça va petit à petit. Et en prenant exemple sur Tingoni, on a une école qui était pas adaptée il y a 2 ans.
Maintenant, on y est passé, on a fait un petit tour et c'est bien adapté. On a accès au niveau supérieur, on a accès aux toilettes, on a accès où tu peux circuler librement. Et ça, c'est une des preuves que c'est en train d'avancer, ça prend du temps. C'est une épreuve, ça prend du temps. Certes, ça prend du temps à rentrer dans les mémoires de Maoré, qu'il faut que les personnes en situation de handicap, ils sont là, ils existent, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ci. Parce qu'être enfermé à la maison, franchement, ça c'est insupportable. Docteur Léo, c'est vrai que c'est la deuxième édition, ça fait 3 ans, mais c'est la deuxième édition. Vous la voyez, l'évolution au jour le jour? Et puis, est-ce que c'est aussi pas un changement de regard? Parce qu'au-delà des infrastructures, il y a aussi ce besoin de changer de regard sur le handicap. Est-ce que ça avance aussi? Le regard des gens au jour d'aujourd'hui, il a évolué. C'est-à-dire que... On n'est plus dans un tabou aujourd'hui, on n'a plus peur de montrer si on a une personne dans sa famille qui est en situation de handicap. Ça évolue là-dessus? Aujourd'hui, oui, les gens sont dans la réflexion en fait. J'ai remarqué que quand on arrive dans les villages, les gens viennent vers nous et puis nous posent des questions. On a mis en place aussi ce que j'appelle un dog show en fait. C'est un petit moment avec la population. Un lieu d'échange? Un lieu d'échange avec la population pour pouvoir discuter du handicap et tout ce qu'il y a autour. Et du coup, ça fait évoluer le regard sur le handicap, effectivement. Ouais. Alors là, il reste encore beaucoup de jours. C'est difficile, mais j'imagine que la motivation, elle est encore plus forte que jamais. On a de la foi et de la volonté. La foi et la volonté, ça nous fait avancer. Nous sommes là pour nous battre, pour lutter pour la justice, lutter pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir leur liberté à temps plein. Donc, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est passer dans les écoles, voir les enfants, leur faire passer le message parce que c'est eux qui vont faire le monde de demain. Et de la maternelle à l'université, on veut faire les choses comme il faut. Justement, vous êtes accompagné par l'éducation nationale, vous pouvez avoir accès aux écoles, les entreprises aussi, ça c'est important. Vous êtes soutenu dans ce projet Rasta? Oui, justement, on est en partenariat avec l'éducation nationale et c'est justement ça, ce qui est notre point fort, c'est l'éducation nationale parce que c'est notre premier cible, comme on dit toujours, c'est la jeunesse. Parce qu'à l'initiative de tout ce tour, nous on vise la majorité de cette jeunesse-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jeune, tu as encore la possibilité de l'inculquer des normes et des valeurs nouveaux et de changer son opinion, sa façon de parler, sa mentalité et son regard envers les personnes en situation de handicap. Et c'est justement, on a besoin que ces enfants-là, ils aient pas peur des personnes en situation de handicap, mais qu'ils les approchent et qu'ils jouent avec. Et c'est ça le message qu'on a envie de faire passer. Alcaline, il y a aussi les CCAS qui vous accompagnent. On a parlé d'éducation, c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi les CCAS, les centres d'action sociale. Ça aussi, c'est important d'avoir ce soutien qui est aussi financier. Une partie, ça, j'imagine que c'est important. Et puis, ça vous encourage encore à aller de l'avant. Oui, ça nous encourage d'aller de l'avant parce que là, on sait qu'on a des gens qui ont entendu les messages qu'on passait. Donc, c'est bien que les gens ils viennent pour qu'on leur montre qu'il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut ça pour eux, il faut ça pour pas pour que handicapés, mais pour tout le monde, tu vois. On fait ça pour Mayotte. On fait ça pour Mayotte. C'est ça le message aujourd'hui, c'est pour Mayotte, c'est pas uniquement pour. C'est pas uniquement que pour nous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que ça va évoluer? Ça sera utilisé par tout le monde. Ça sera pas que pour une seule personne. Donc là, à ce niveau-là, j'invite à tous ceux qui ont envie de venir. Justement, on va en parler pour conclure, Docteur Léo. Il reste encore pas mal de jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent? On avait parlé, il y avait effectivement des membres de l'association qui étaient venus avant. C'était difficile, il manquait encore de fonds, il n'y avait pas encore tous les fauteuils qui étaient arrivés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? C'est lancé, mais j'imagine que c'est pas fini, le combat il continue et que c'est encore compliqué. Théoriquement, il nous reste encore 9 étapes.
Et non, parce que hormis les vendredis où on va aller dans les villages non accessibles pour faire passer le message. Mais théoriquement, ouais, il nous reste 9 étapes. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire à la population, c'est on a besoin de jokers. On a besoin de jokers. Les jokers, c'est les personnes qui sont derrière les fauteuils, qui assurent derrière, qui font le relais quand la personne en situation de handicap est fatiguée. Donc, on a besoin de jokers. On a besoin de la population, qu'elle se mobilise pour que ce projet, en fait, il ait un peu plus de quoi? De poids. Et pour que, en fait, le message il puisse dépasser les frontières mahoraises et qu'elle passe jusqu'en métropole et dans le monde entier. Ça a été le cas aussi avec La Réunion, puisque vous avez participé au tour aussi à La Réunion. Ça montre aussi qu'il y a une émulation quand même. Ouais, justement, il y a les Réunionnais qui nous ont rejoints cette année. Il y a Diane qui est arrivée aujourd'hui. Ça fait la 3e personne réunionnaise qui est sur le territoire pour ce tour. Et donc, ils sont là, ils sont motivés. Ils ont envie de faire partager ce message-là, qu'il aille beaucoup plus loin parce qu'ils croient exactement à ce que nous croyons. Et je pense que si on se mobilise, on peut tout réussir. C'est ça la force, c'est la mobilisation et tous ensemble. On voit les jeunes et aussi les plus âgés. C'est vraiment tout le monde, tout Mayotte. En tout cas, merci beaucoup parce que je crois que le message est passé. On va continuer à vous suivre et on viendra aussi sur le terrain pour suivre le TMF. Donc Léo, merci beaucoup. Merci Rasta, merci Alcaline. Et puis on va continuer à suivre ce tour jusqu'au 31 mars, jusqu'à l'arrivée. Puis il y aura aussi un Maolida Chengue qui aura lieu quelques jours plus tard, le 6 avril. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.